Paul, avant que les funérailles n'aient lieu, l'administration Trump a essayé de faire pression sur de nombreux pays à travers le monde pour qu'ils n'y participent pas. Et ce qui a été important pendant les funérailles, surtout le premier jour, c'est que des étrangers sont venus en Iran et ont discuté avec des responsables sur place. Ce qui a aussi compté pour la région, c'est la participation de l'Arabie saoudite, par exemple. C'est quelque chose de nouveau entre l'Iran et l'Arabie saoudite. Certains disent qu'en coulisses, il se passe quelque chose entre l'Iran, l'Arabie saoudite et d'autres pays de la région. Il n'y a pas seulement l'Arabie saoudite et l'Iran. On parle aussi de la Turquie, de l'Égypte, du Pakistan. Et tout ça semble d'une certaine façon se rapprocher. On évoque une nouvelle architecture de sécurité dans la région. Mais ce qui est important entre l'Iran et l'Arabie saoudite, c'est leur compréhension de la région, qui est liée bien sûr à l'histoire entre ces deux pays. En gros, l'un est sunnite, l'autre est chiite. Et on a construit tout un discours selon lequel ces peuples se détestent et doivent se battre pour toujours. Cette propagande dure depuis très longtemps, depuis des décennies. Et aujourd'hui, des siècles. Des siècles, oui, des siècles. Un millénaire, oui. Et comment voyez-vous la région en ce moment? Comment voyez-vous? D'un côté, il y a les négociations entre l'Iran et les États-Unis. Comme vous l'avez justement dit, ce protocole d'accord ne vaut rien. Il n'apporte rien. Que ce soit pour le Liban ou pour la réalité des relations entre l'Iran et les États-Unis, rien ne sort de ce protocole. En revanche, les conséquences d'une guerre, c'est quelque chose de concret, quelque chose qui touche à la réalité de ce qui s'est passé pendant la guerre. C'est ça pour moi la différence. À ma compréhension, l'Arabie saoudite adopte aujourd'hui une autre approche. Malgré la pression qui vient de Washington, elle a décidé d'aller vers l'Iran. Et ça veut dire quelque chose. Quelle est votre lecture de ça? Eh bien, voici ce que je dirais pour le moment. Comme c'est un développement assez récent, on ne sait pas encore vraiment. Ce qui joue en faveur de l'Iran, c'est que les États-Unis et Israël montrent qu'ils ne respectent pas l'accord. Et ça, encore une fois, ça envoie un message à tous les pays musulmans, l'Arabie saoudite, le Pakistan, la Turquie, qu'on ne peut pas faire confiance aux Américains ni aux Israéliens. Ils ont sans doute déjà pas mal d'expérience sur ce point. Et maintenant, ils voient que les Iraniens, qui avaient accepté l'accord, se font trahir par les États-Unis et par Israël, qui ne le respectent pas. Du coup, ça renforce cette tendance, assez typique dans le monde arabe, à vouloir se couvrir. Ils pourraient donc commencer à parler de manière un peu plus amicale avec les Iraniens, par précaution. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont en train de s'unir ou de former enfin un front commun. C'est trop tôt pour tirer des conclusions. Moi, je vois ça simplement comme les Saoudiens qui se disent « On ne sait pas ce qui va se passer, alors gardons un certain lien avec les Iraniens, au cas où les choses tourneraient mal pour nous, d'un autre côté. » Donc, à mon avis, les Saoudiens cherchent juste à élargir un peu leur base, au cas où ils devraient changer de camp. On verra bien s'ils arrivent vraiment à créer une force unifiée. Maintenant, si Trump est assez stupide pour envoyer des troupes américaines dans le sud du Liban au nom d'Israël, ça pourrait bien rapprocher les chiites et les sunnites. Et ça ne s'est pas vu depuis environ 13 siècles. Ça pourrait les réunir, et il pourrait y avoir une nouvelle alliance. Les Iraniens, les Saoudiens, les Pakistanais. Qui sait? Peut-être même les Turcs. Eh bien, ce serait redoutable. Les États-Unis et Israël ne pourraient certainement pas envahir un tel bloc. Et avec les Pakistanais dans l'équation, il faut se rappeler, eux aussi ont l'arme nucléaire. Alors, la possibilité d'une telle alliance est tellement énorme que je ne comprends pas pourquoi elle n'a pas déjà vu le jour.
Parce que si on regarde le nombre de personnes, les ressources pétrolières, les voies maritimes qu'ils contrôleraient, les armes nucléaires du Pakistan, Israël et les États-Unis seraient finis au Moyen-Orient. Il n'y aurait plus aucune présence possible. On parlerait d'une force bien plus puissante que l'ensemble de l'Europe de l'Ouest, probablement aussi puissante que la Russie, peut-être même davantage. Les populations du Pakistan, de l'Iran et de la Turquie sont immenses. Si on additionne le pétrole du Golfe Persique et celui de l'Arabie saoudite, on tient le monde entre ses mains. On les tient. Donc, le fait qu'une telle alliance ne se soit jamais formée a privé le monde musulman de sa puissance. Et ça les a laissés là, à se faire diriger par l'Europe. D'abord les Français, puis les Britanniques. Ensuite les Américains, et maintenant les Israéliens. Et ça, c'est complètement insensé. Eh bien, si la division entre sunnites et chiites n'a pas été résolue depuis 13 siècles, elle ne le sera peut-être jamais. Mais si, par hasard, elle pouvait l'être, ou si elle l'était, alors là, tout l'équilibre des puissances dans le monde changerait radicalement. Cette région deviendrait une puissance mondiale capable de tenir tête à n'importe qui. Mais ils ne s'y mettent pas. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi ils se contentent d'être isolés, intimidés et menacés. Ça n'a aucun sens pour moi. Voilà comment je vois les choses, Nima. Oui? Oui, Paul. Pendant très longtemps, cette région a été essentielle pour le pétrole, le gaz et l'économie mondiale. Est-ce que tu penses qu'avec les changements récents, on voit une nouvelle forme de participation? Disons-le comme ça, les États-Unis ont deux façons d'aborder la question de l'Asie de l'Ouest. Soit ils continuent à avancer main dans la main avec Israël en ignorant tous les autres acteurs, non seulement dans la région, mais aussi au-delà. Soit ils restent aux côtés d'Israël et sacrifient tout le reste. Et pourtant, je dirais qu'il y a à Washington des gens intelligents, qui comprennent ce qui se passe dans la région, le rôle des autres grandes puissances et la manière dont la Russie et la Chine jouent leurs cartes. Et ils essaient de rester proches des deux camps, l'Iran et l'Arabie saoudite. Il y a une bonne relation entre le Pakistan et la Chine. En gros, ils faisaient des rapports à la Chine. Ils coopéraient avec elle. Ou d'une manière ou d'une autre, ils l'informaient de l'avancée des discussions entre l'Iran et les États-Unis. La Chine savait tout, non seulement par les Iraniens, mais aussi par les Pakistanais. C'est comme ça que la région est en train de se redessiner. Je ne sais pas comment Washington se perçoit au fil du temps. Quand on sort de l'administration Trump, on voit Washington comme un État, disons, l'État profond, ou le blob, ou enfin l'establishment. Comment l'establishment voit-il ce qui se passe dans la région? D'accord, laissez-moi répondre. Vous avez posé plusieurs questions. D'abord, je veux dire que le milieu de la politique étrangère à Washington n'a absolument aucune idée de ce qu'il fait. Si vous lisez leurs articles, si vous écoutez ce qu'ils disent, c'est du grand n'importe quoi. Ils ne comprennent rien à rien. Ils n'ont aucune vision réaliste de la situation. Les seuls qui soient vraiment efficaces, ce sont les néoconservateurs, et ils sont aux commandes depuis l'époque Clinton. Leur objectif reste le grand Israël. Israël à tout prix. On le voit tous les jours. Par exemple, les États-Unis construisent maintenant une ambassade à Jérusalem-Ouest, sur des terres volées aux Palestiniens. Et selon le droit international, depuis très longtemps, Jérusalem-Ouest est un territoire palestinien occupé par Israël, mais qui ne peut pas être annexé. Et toutes les ambassades du monde refusent d'installer leur ambassade à Jérusalem-Ouest, parce que cela reviendrait à reconnaître la souveraineté d'Israël sur un territoire occupé et protégé qui appartenait à la Palestine. Eh bien, Trump a d'abord dit « on va mettre l'ambassade là-bas ».
Et maintenant, l'administration a signé un accord, un bail de 99 ans sur ce terrain pour y construire l'ambassade. C'est donc un énorme coup de pouce à la revendication d'Israël sur ce qu'il reste de la Palestine. On voit aussi en ce moment au Congrès, à la Chambre, au Sénat, chez les démocrates comme chez les républicains, l'utilisation de la loi de programmation de la défense nationale pour 2027 afin d'intégrer les gouvernements israéliens et américains. Nous allons intégrer les forces armées, la science, la technologie. C'est un sacrifice de la souveraineté américaine. C'est un engagement total envers Israël. Il n'y a pas d'autre façon de le comprendre. Donc clairement, il n'y aura pas de prise de conscience à Washington, que ce soit sous l'administration Trump ou une autre. Nous allons perdre au Moyen-Orient en nous accrochant à l'agenda sioniste. On va simplement perdre parce que le monde ne peut pas accepter ça, ni les conséquences que ça entraîne. Combien de pays musulmans encore seront absorbés avant qu'ils refusent tout simplement de l'accepter? Je ne vois donc aucun changement à ce niveau-là. Il n'y a pas d'analyste en politique étrangère qui ait assez d'indépendance dans leur travail pour proposer une approche différente, parce que les néoconservateurs contrôlent tout l'argent. Et si vous ne suivez pas leur ligne, vous n'êtes tout simplement pas financé. Si vous vous écartez de la vision néoconservatrice du Moyen-Orient, vous perdez votre emploi. Vous n'avez plus de voix, plus de postes. Donc on ne verra pas ça. Maintenant, passons à l'autre point. Vous avez dit que les évolutions qui vous semblent encourageantes, c'est le rapprochement entre le Pakistan et la Chine, et les paroles, pas les actes, mais les paroles, de soutien venant des Russes, ainsi que le fait que la région subisse l'influence de puissances autres que les États-Unis. C'est vrai, mais ce n'est pas ce que moi je mettrais en avant. Le Pakistan, bien sûr, il doit s'entendre avec la Chine, évidemment, mais la Chine ne fait pas partie du Moyen-Orient. Et le Pakistan devrait travailler avec les Saoudiens, les Iraniens et les Turcs pour construire un Moyen-Orient fort. C'est là que devrait être la priorité. Il ne devrait pas dire « Oh, il faut qu'on fasse venir des étrangers ». Parce que les Russes, oui, ils ont des intérêts là-bas, mais ce ne sont pas des peuples du Moyen-Orient. Les Chinois non plus. Alors pourquoi chercher à créer des alliances de protection en dehors de votre région, surtout avec la division entre sunnites et chiites? Il faut se concentrer sur ça. Regardez, ça nous a détruits depuis 13 siècles. Ça nous a détruits. On ne peut pas continuer comme ça. Les Américains, les Israéliens vont nous dévorer. On ne peut pas continuer. Il faut qu'on présente un front uni. Il faut qu'on forme une alliance puissante, économique, politique et militaire. Eh bien, tous les éléments sont là. Je l'ai déjà dit, ils ont la population. C'est un nombre énorme de personnes. Additionnez simplement la population de l'Iran, du Pakistan, de la Turquie. Regardez le contrôle des ressources énergétiques. C'est colossal, vraiment colossal. Il y a là plus de puissance que n'importe où ailleurs dans le monde, surtout parce que les Pakistanais ont l'arme nucléaire. Donc, on ne peut pas les intimider. On ne pourrait pas intimider une telle alliance avec des armes nucléaires, puisqu'ils en ont eux aussi. C'est là-dessus qu'il faut se concentrer. Et j'y réfléchis depuis un bon moment. Eh bien, à la place, je pensais que ça prendrait beaucoup de temps à se mettre en place. Donc, à moyen terme, à court terme, j'ai soutenu l'idée d'une alliance entre la Russie, la Chine et l'Iran, parce que ça permettrait d'arrêter l'agression américano-israélienne. C'est tout simplement trop lourd à affronter autrement. Mais ce n'est pas une alliance aussi solide que celle qu'on pourrait construire en dépassant la fracture entre chiites et sunnites et en rassemblant les autres pays. Il faut bien comprendre que les États-Unis et Israël ont déjà éliminé la Libye, l'Irak, la Syrie, la Palestine,
et qu'Israël travaille maintenant sur le Liban, tout en espérant encore que les Américains s'en prennent de nouveau à l'Iran. À un moment donné, les sunnites et les chiites doivent comprendre qu'ils ne peuvent pas survivre séparément. Ils n'ont aucune chance. Ils doivent s'unir et rassembler ces 4 pays. Ce serait une véritable puissance. Ils contrôleraient l'énergie mondiale. Aucune armée, dans aucun pays, ne pourrait les envahir. Aucune. Et ce serait là le changement décisif. Bien sûr, les Américains, depuis longtemps, ont abandonné toute croyance dans ce qu'ils appellent la rue arabe. Pour eux, ces peuples ne pourraient jamais s'unir, et donc, ils ne représentent pas un problème. Et ça, bien sûr, ça a libéré les néoconservateurs. Ça a déclenché un développement plus agressif autour du projet du Grand Israël. C'est là-dessus qu'il faut se concentrer maintenant. Dans le passé, le pétrole du Moyen-Orient n'était pas vraiment sous le contrôle des pays de la région. Il était sous contrôle américain. Les États-Unis ont même réussi à utiliser le pétrole saoudien et celui du Moyen-Orient pour soutenir la valeur du dollar américain et pour financer sans fin leurs dettes. Autrement dit, le pétrole n'a jamais servi les intérêts du Moyen-Orient. Il a servi ceux de l'Amérique. Et ça montre encore une fois la faiblesse extraordinaire du monde musulman. Ils ont permis cela pendant des décennies. Eh bien, si les musulmans choisissent d'être des acteurs de leur propre déclin, alors il n'y a rien à faire. Ils vont simplement cesser d'exister. Alors vont-ils s'en rendre compte et s'unir pour être en sécurité? Ils ne peuvent pas être en sécurité en restant divisés. Et d'ailleurs, ils ne l'ont jamais été. Ils n'ont jamais eu d'indépendance. Regardez, les États-Unis et les Britanniques contrôlaient l'Iran jusqu'à la révolution iranienne de 1979, enfin 78-79. Le pays ne se contrôlait même pas lui-même. L'Arabie saoudite, elle, est sous la coupe américaine depuis toujours. Ils ont sacrifié la puissance de leur énergie au profit des objectifs américains. Ils ont protégé la valeur du dollar et assuré une demande constante pour la dette américaine. Ce n'est pas comme ça qu'on obtient l'indépendance, qu'on devient un pays vraiment indépendant. Et ils ne pourront pas l'être tant qu'ils n'auront pas surmonté leurs divisions et qu'ils ne se seront pas unis. Et dès qu'ils le feront, ce sera une véritable puissance. The minute they do that, it's a powerhouse.